Arriver au sommet est une chose, y rester en est une autre. En 2004, Arsenal a donc réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire du football, mais il reste un trophée à conquérir. Bienvenue sur l'amour du maillot. Après avoir parlé de l'entrée dans la légende des Gunners, on va parler des années qui ont suivi, de leur rentrée dans le rang, de leur progressif déclin et d'un dernier coup d'éclat. Générique. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On revient donc où on en était en 2004. À l'intersaison, le club se sépare de trois de ses piliers, Martin Keown, Ray Parlour et Sylvain Wiltord. Malgré tout, ils parviennent à conserver Patrick Vieira. Comme le dit l'adage, plus une série dure, plus elle se rapproche de sa fin. Et évidemment, l'événement que tout le monde attend, c'est la première défaite d'Arsenal en Première Ligue. Celle-ci interviendra le 24 octobre 2004 contre, vous l'avez deviné, Manchester United. Les Gunners avaient pourtant entamé leur saison en boulet de canon et compté 8 victoires et un match nul en 9 rencontres. Autant dire qu'ils semblaient partis pour décrocher un deuxième titre de rang. Mais à Old Trafford, Van Nistelrooy prendra sa revanche sur penalty et Wayne Rooney marquera le but du break en fin de match. Cet échec marque un vrai tournant pour les Gunners puisqu'après ça, Arsenal ne remportera que 2 rencontres sur 7. Le 1er février 2005, Arsenal perd de nouveau contre Manchester United et un Cristiano Ronaldo en feu. Le titre de champion reste bel et bien dans la capitale, mais il part du côté de Stamford Bridge. Car c'est le Chelsea de José Mourinho et Didier Drogba qui remportent la couronne. Arsenal finit deuxième mais remporte malgré tout la FA Cup. La saison 2005-2006 se fait sans Patrick Vieira, parti à la Juventus, et marque la fin d'une ère pour Arsenal à double titre. D'une, parce que c'est la dernière saison du club à Highbury, et de deux, parce qu'Arsenal finit hors du podium pour la première fois depuis 1996. Malgré une saison moyenne en championnat, les Gunners parviennent en finale de la Champions League, la première et seule de leur histoire pour le moment, qu'ils perdent au Stade de France contre Barcelone, après avoir pourtant mené au score. Si le lien de cause à effet paraît un peu tiré par les cheveux, il est ironique de constater qu'Arsenal a décliné un petit peu chaque année à chaque fois qu'il a perdu un de ses franchises. En 2004, c'est Sylvain Wiltord qui a quitté le club pour rejoindre Lyon. En 2005, c'est Patrick Vieira. En 2006, c'est Robert Pires. Et en 2007, c'est Thierry Henry qui est parti pour Barcelone. À chacun de ces départs, Arsenal a semblé baisser en qualité. Pour autant, cela ne peut justifier totalement cet essoufflement, puisque l'effectif d'Arsène Wenger se composait de légendes, comme l'immense Dennis Bergkamp, Freddy Ljungberg, Nwankwo Kanu, Lovren, Kolo Touré, Jens Lehmann, Sol Campbell ou encore Ashley Cole. Pour la première fois, je vais vous proposer une comparaison imagée point par point du maillot pro et du maillot réplica, puisque j'ai les deux en ma possession. Le maillot professionnel, si présent, a été porté par Philippe Sanderos en Ligue des Champions, tandis que j'avais acheté le maillot réplica lors d'un voyage scolaire en Angleterre. En 2004-2005, Nike introduit pour la première fois les coutures thermocollées sur ses maillots pro pour les rendre plus confortables. Adidas fera la même chose avec les maillots de la technologie 4Motion à partir de la Coupe du Monde 2006, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Les logos, celui de Nike comme l'emblème d'Adidas, sont thermocollés alors qu'ils sont brodés sur le réplica. La coupe est légèrement ajustée et les aérations sont plus marquées et plus prononcées sur le maillot pro que sur le maillot réplica. Tout est fait pour que le maillot soit plus léger dans son ensemble. À l'intérieur, le maillot des pros ne compte qu'une toute petite étiquette carrée avec un simple numéro de série, tandis que le maillot réplica présente un feuillet d'étiquette classique ainsi qu'une petite étiquette noire comme on a pu le voir dans la première partie de la vidéo. Sur le plan purement esthétique, c'est un maillot que je trouve super beau. Il n'a pas la portée nostalgique du maillot 2003-2004 qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, mais c'est un maillot qui s'inscrit dans la gamme Total 90. Pour ceux qui sont de ma génération, cette gamme avait été lancée en 2004 par Nike. Elle est restée sur le marché jusqu'en 2006 et elle est devenue emblématique grâce au spot de pub Olé que Nike diffusait à l'époque. Il faut savoir que dans les années 90, au début des années 2000, les pubs Nike, c'était vraiment quelque chose. En 2005-2006, Arsenal opte pour un maillot grenat un peu rétro qui rappelle le tout premier maillot des Gunners porté à Highbury. J'ai pas ce maillot-là en ma possession, mais Dieu sait qu'un jour j'aimerais bien mettre la main sur un de ces maillots issus du stock professionnel. Ce jour-là, je vous ferai une petite vidéo histoire de vous le présenter. Et surtout, méfiez-vous, ces derniers temps, de plus en plus de contrefaçons de ce maillot circulent sur le marché, alors apprenez vraiment à distinguer un vrai réplica authentique d'une contrefaçon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. La prochaine fois, on parlera certainement de rugby. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un pouce, me dire en commentaire qui était votre joueur préféré de cette époque d'Arsenal, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!